Télévision nationale du Sénégal, RTS2, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Magueye Maram Ndao, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Vous êtes le premier invité de ce premier numéro de Questions de l'heure. Merci d'être venu. Merci, M. Sy. Tout de suite, l'intro de cette toute nouvelle émission, elle est signée Fatimata Banelba. Samedi 5 septembre, aux environs de 19h, la triste nouvelle se répand. Un avion de Sénégal Air disparaît du contrôle radar. Où? À quelle heure exactement? S'agit-il d'un crash? Ces questions restent en suspens. Dans la soirée, les identités des passagers du vol en question sont connues. Ils étaient 7. 2 Algériens, un Congolais, une Française et 3 Sénégalais. L'aéronef effectue une évacuation médicale. Beaucoup de supputations, beaucoup de rumeurs et beaucoup d'informations non précises font le tour des médias. Le gouvernement du Sénégal entame dès lors les recherches, met en place une cellule de crise et crée par décret le bureau d'enquête et d'analyse. Cette structure sera chargée de déterminer les circonstances et les causes exactes de la disparition de cet avion de Sénégal Air, compagnie privée sénégalaise. Pour les experts que nous avons contactés, le plan de vol et les communications entre l'avion et la tour de contrôle pourront aider à faire avancer les enquêtes. En attendant, c'est un fait rare dans l'aviation qui est évoqué. Il s'agit d'un abordage entre l'appareil de Sénégal Air et un autre de Seiba, une compagnie équato-guinéenne. Si c'est le cas, selon toujours nos sources, un des 2 appareils a dû abandonner son itinéraire. Beaucoup de questionnements autour d'un accident qui reste un coup dur pour le monde de l'aéronautique. Beaucoup de questions, peu de réponses, toujours mystère autour de cette disparition. Je vous remercie, M. Sy. Comme le reportage a eu à le montrer, le 5 septembre 2015, nous avions constaté à partir de 19h08 la disparition de nos écrans radars. Cet avion immatriculé 6 Victor Alpha India Mike, 6V AIM. Il faut dire que cet avion avait quitté Ouagadougou pour venir à Dakar et il a été attendu et finalement, vers 19h08, on s'est rendu compte que le plot radar a disparu. C'est ainsi qu'aussitôt après, selon les procédures réglementaires, les opérations de recherche ont démarré le plus rapidement possible à partir de 21h05. La thèse évoquée, c'est l'abordage, un fait rare dans l'aviation. D'autres parlent des difficultés liées à l'appareil, de l'état de l'appareil. Qu'en est-il? Oui, je dirais que fait rare, oui. Fait rare, les accidents d'avion. L'avion est le moyen de transport le plus sûr. Mais il faut noter que les accidents d'aviation civile sont fortement médiatisés. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a occurrence d'un accident, c'est fortement médiatisé et ça fait le tour du monde. Ce qu'il faut dire, c'est que l'enquête technique va bientôt démarrer et en cours même, je dirais, avec l'installation du bureau enquête accident. Je ne pourrais pas trop m'avancer sur certains détails et je laisserai le soin au bureau enquête accident de rassembler l'ensemble des éléments et de procéder à l'analyse pour en tirer les conclusions. Ce qu'il faut dire, c'est que cet abordage dont vous venez de parler nous a été confirmé par l'autorité de l'aviation civile de Guinée équatoriale avec l'avion Seiba. Et je pense que nous laisserons le bureau enquête accident poursuivre vraiment avec les éléments qu'il est en train de rechercher, de voir quelles ont été les causes véritables de cet accident. Et avec l'avancée technologique que le monde connaît actuellement, est-ce que la piste de l'abordage est une piste sérieuse? Oui, l'abordage est, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, confirmé par l'autorité de l'aviation civile de Guinée équatoriale. Nous avons même eu quelques photos des dommages causés au niveau de l'aile gauche de l'avion. Ce qu'il faut dire, c'est que un accident est toujours la conséquence d'une défaillance soit technique, soit humaine, ou même des procédures. Donc c'est ça que le bureau enquête accident va s'atteler à faire pour définir quelles ont été vraiment les causes de cet accident. D'accord. Vous avez parlé de défaillance tout à l'heure. Beaucoup quand même avancent une autre thèse concernant l'appareil. Beaucoup pensent que ces appareils de Sénégal Air, en l'occurrence, sont des appareils qui ne sont pas dans un bon état.
Je dirais que les avions sont les moyens de transport les plus contrôlés au monde. D'abord, il faut partir du fait que l'Organisation de l'aviation civile internationale a mis en place ce qu'on appelle des normes et des pratiques recommandées. Et chaque État contractant, dont le Sénégal, est effectivement tenu d'appliquer ces normes et ces pratiques recommandées. Et dans chaque pays, vous avez ce qu'on appelle l'autorité de l'aviation civile, qui est la structure chargée effectivement de veiller à ce que ces normes soient effectivement appliquées. Avant qu'on autorise un avion, il y a ce qu'on appelle des procédures de certification qu'il faut d'abord mener. Et ces procédures sont des procédures standards à travers le monde entier. Et chaque fois que nous certifions un avion, cela se fait sur la base des critères internationaux, une checklist qui existe et qui est identique et semblable à travers toutes les organisations. Et j'en profite même pour dire que chaque fois que l'OACI vient visiter le Sénégal, l'OACI vient visiter l'autorité de l'aviation civile et regarde dans une partie qu'on appelle Show Me tout ce qui a été fait sur la certification, non seulement des avions, mais également de toute l'industrie aéronautique. Et quand je parle d'industrie aéronautique, c'est tout ce qui tourne autour de l'avion. Et ce qui a été fait conformément aux dispositions réglementaires. J'ai vu dans vos écrans l'avion que vous montrez. Effectivement, je pense que c'est ça qui a un peu créé la polémique au niveau de l'opinion. C'est vrai que Sénégal Air avait 2 avions à partir de 2013. L'un s'appelle 6 Victor AGS, que vous avez l'habitude de monter dans vos écrans et qui a été utilisé pour effectivement parler de l'accident, de l'incident. Cet avion a été inspecté au mois de février par l'ANACIM. De même que l'avion qui fait l'objet de recherche actuellement. Il a été démontré que le 6 Victor AGS, que les gens ont l'habitude de montrer au niveau de la télévision, avait des problèmes et que cet avion a été immobilisé aussitôt par l'ANACIM. Et au moment où je vous parle, cet avion a été même radié des registres d'immatriculation du Sénégal. Donc il ne vole plus depuis 2013, cet avion ne vole. Il n'existe même plus dans les registres du Sénégal. Et cet avion qui faisait la liaison... J'en viens. Cet avion avait été inspecté. Pour vous dire également que nous délivrons des autorisations aux avions. Ces autorisations ont une durée de validité et cette durée de validité est contrôlée. Bien entendu, il appartient à l'exploitant de s'assurer effectivement, lorsqu'elle reçoit une autorisation, de veiller à ce que les conditions ayant permis effectivement la délivrance d'une telle licence ou bien d'une telle autorisation, qu'elle puisse en assurer effectivement la pérennité. Ce qu'il faut dire, c'est que cet avion-là avait juste un seul problème, un problème de mise à niveau d'une base de données. Mais malgré ça, nous avons tenu à le mettre au sol jusqu'à ce que ce système d'exploitation-là soit remis à jour. C'était le seul problème qu'avait cet avion. Il n'a rien à voir avec cet avion qui est montré. C'est un avion qui était en très bon état de fonctionnement et de navigabilité. Et lorsque, en fin décembre 2014, ce problème a été réglé par un organisme de maintenance agréé et qui se trouve même en Afrique du Sud, qui s'appelle Interjet, c'est en ce moment que la vérification a été faite et ce n'est qu'à ce moment que l'avion a été autorisé à effectivement reprendre les airs. Et il a eu à faire plusieurs vols même avant ce dernier vol-là. Voilà réellement ce qui s'est passé. Vous assurez que cet avion qui faisait la liaison Ouaga-Dakar n'avait pas en tout cas dans vos registres, était en règle? Dans nos registres, cet avion était en règle et un certificat de navigabilité lui a été délivré. Le dernier date même du mois de juin passé et c'était à la suite d'une inspection qui avait été menée. Maintenant, l'enquête nous dira effectivement qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est pour cela que j'ai dit, à ce stade, je préfère ne pas trop m'avancer dans cette enquête et laisser l'organe indépendant, qui est le bureau enquête accident, s'occuper de cela, rassembler toutes les pièces nécessaires en vue d'évaluer réellement ce qui s'est passé. D'accord. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de l'ANACIM dans la navigation aérienne? Elle fait quoi exactement? Quel est son rôle, la structure que vous dirigez? Je vous remercie. L'ANACIM a en charge la supervision de la sécurité et de la sûreté à travers ce qu'on appelle les 8 éléments cruciaux qui sont définis par l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui nous permet effectivement d'assurer l'élaboration de la réglementation,
mais également de veiller à ce que cette réglementation qui se base sur les annexes de l'OACI, à la Convention de Chicago, que cette réglementation-là soit appliquée effectivement par l'ensemble de l'industrie aéronautique. Et quand je parle de l'industrie aéronautique, ce n'est pas seulement les avions, c'est d'abord le gestionnaire d'aéroport, c'est d'abord ensuite le fournisseur de services, ce sont les compagnies aériennes, les écoles de formation même qui sont chargées de qualifier le personnel aéronautique et les organismes de maintenance et j'en passe. Donc l'ANACIM a un rôle non pas d'exploitation, mais un rôle de s'assurer que, avant qu'une activité aéronautique soit menée, que l'ensemble des critères qui sont définis par l'organisation de l'aviation civile soient vérifiés. Une fois que c'est vérifié, on donne le quitus, l'autorisation à l'exploitant, qui, au moment effectivement de lui délivrer cette autorisation-là, a réuni un ensemble de conditions. Et ces conditions-là, il est tenu de les appliquer tout au long de la durée de validité de son certificat. Mais aussi, malgré cela, nous faisons des inspections de temps en temps pour s'assurer effectivement que les conditions ayant servi la délivrance effectivement d'une autorisation demeurent toujours. Mais c'est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer effectivement que les conditions ayant permis la délivrance de son autorisation demeurent toujours. Et nous sommes derrière et nous suivons et nous faisons des audits, nous faisons des enquêtes, nous faisons des sondages, nous faisons également des inspections pour nous assurer de temps en temps qu'effectivement ces conditions demeurent toujours réunies dans les différents domaines qui ont fait l'objet vraiment de délivrance. Et les compagnies aériennes qui fréquentent l'aéroport de Dakar sont toutes soumises à ces conditions-là. Mais c'est un passage obligé. Si on ne le fait pas, c'est l'organisation de l'aviation civile même qui viendra le faire à notre place. Et actuellement, tous les pays du monde sont scrutés, regardés par l'organisation de l'aviation civile. Rien ne se fait dans un vase clos. Tout est ouvert. L'OACI a mis en place ce qu'on appelle un système ouvert. Et tous les pays, toutes les activités de l'aviation civile sont directement connectées à l'organisation de l'aviation civile, qui vient vérifier comment effectivement nous menons ces certifications-là. Donc, tout ce qui est fait, chaque avion a son dossier qui existe, qui retrace toute la certification et aboutit à la délivrance de la licence. Donc, tout est visible, tout sera regardé et nous mettrons tout également à la disposition également du bureau enquête accident qui regardera vraiment réellement ce qui s'est passé. Et ce travail que l'ANACIM fait, elle le fait au nom de l'État du Sénégal. À l'occasion de cet accident, de cette disparition du vol de Sénégal Air, quelle a été la réaction de l'État? J'ai dit l'État a joué pleinement son rôle. D'abord, il faut se dire que le Sénégal disposait de ce qu'on appelle une commission d'enquête et d'analyse. Mais l'État du Sénégal a voulu nous mettre dans les mêmes conditions que les grandes nations d'aviation civile. En quoi faisant d'abord, en amendant d'abord la loi portant contre l'aviation civile, pour la rendre plus à jour, pour prendre en compte l'ensemble de l'évolution des spécifications et des normes de l'aviation civile. Et dans son article 272, cette nouvelle loi 2015-10 crée ce qu'on appelle le bureau enquête accident. Le bureau enquête accident est un bureau plus étoffé et qui a plus de moyens et plus de capacités de pouvoir prendre en charge. Donc, pour ce qui est de la base de travail, le Sénégal a déjà mis les conditions de pouvoir effectivement régler ces questions-là. Ce qu'il faut dire également, lorsqu'il y a eu occurrence, le Sénégal dispose également d'un avion dans le cadre de ses prérogatives, parce que le Sénégal est une région d'information de vol. Et au niveau de son centre de coordination et de sauvetage, il dispose en permanence d'un avion équipé dans le domaine de la recherche et du sauvetage. Et chaque fois qu'il y a occurrence d'un avion perdu ou bien en détresse ou bien en difficulté, cet avion est actionné par l'armée de l'air, que je salue au passage, qui est en train de gérer de façon très rigoureuse les opérations de recherche et de coordination pour mettre cet avion-là en route. C'est ce qui fut fait lorsque nous avions été informés le samedi à 19h08. Aussitôt, par le message de Tresfa, l'armée de l'air a été informée
Et d'habitude, les équipages mettent en temps réglementaire 3 heures pour vraiment quitter leur domicile, venir faire la préparation du vol. Mais il faut saluer que vraiment tout s'est fait avec célérité et en 2 heures de temps, les équipages ont pu être en route et l'avion a pu décoller à 21h05. D'accord. Et pour entamer les opérations de recherche. Pour entamer dès la nuit. L'opération a commencé le même jour à 21h05. Donc vraiment, il a effectué un vol de plus de 5 heures. Le lendemain également, nous avions eu 3 autres appareils. D'abord 2 appareils de l'armée de l'air, un King Air 200, un Casa aussi 295 qui est mis à sa disposition et qui se relaie et qui continue les opérations. Donc un 4e également, un Casa 235, s'est joint vraiment à ces aéronefs pour continuer les opérations. Et ce qu'il faut dire, c'est que aussitôt après aussi la marine a été saisie et la marine a dépêché le navire dénommé Ferlo qui est arrivé sur les lieux aux environs de 5 heures du matin et qui est resté depuis lors. Parce que l'avion, il fait des opérations de repérage, mais lorsque l'avion repère un objet, il est en l'air, il ne peut pas l'identifier. Il transmet aussitôt les informations au navire qui, à travers ses marins, peuvent récupérer les objets et communiquer avec le PC de crise qui est installé à l'aéroport, avec également l'exploitant qui est sur place pour essayer d'identifier les objets. Parce qu'en mer, on retrouve également beaucoup d'objets qui sont jetés. D'accord. Et vous avez parlé d'objets. Il y a des objets, pour l'instant, il y a des objets retrouvés, non? Oui, il y a des objets qui sont retrouvés, mais c'est des objets qui n'appartiennent pas. Parce que chaque fois que l'avion fait des recherches, il trouve des objets, il nous transmet avec la marine et nous procédons à l'identification, à la reconnaissance, en faisant les levées de doute. Donc ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à présent, les opérations de recherche et de sauvetage n'ont pas été vraiment fructueuses, mais elles se continuent. Elles continuent, excusez-moi. Et elles se déroulent normalement. Elles se déroulent normalement, à un rythme vraiment constant et soutenu, avec vraiment des stratégies. Chaque matin, il y a un briefing des équipages qui capitalisent ce qu'ils ont fait la veille, prennent en compte les aspects liés à la dérive, à la météo, pour dégager une nouvelle stratégie et apprendre vraiment des autres équipages. Il y a vraiment une grande solidarité qui se fait, qui est en train de se tenir au niveau effectivement des différents équipages pour pouvoir effectivement faire progresser les opérations de recherche. Vous avez parlé tantôt de la création du bureau d'enquête accident par décret présidentiel. Et quelle est la pertinence de cette mesure présidentielle? Je dirais que c'est très pertinent, comme je l'ai dit tantôt. C'est déjà parce que chaque pays a le choix, soit de créer ce qu'on appelle une commission d'enquête, ou bien ériger carrément un bureau d'enquête. Ce bureau-là va exister au-delà de cet accident? C'est un bureau permanent. D'accord. C'est un bureau qui sera permanent. Et d'abord, il a un caractère indépendant. Il ne reçoit d'instructions d'aucune structure, ni même de l'ANACIM. Parce que durant l'enquête, le bureau d'enquête viendra visiter l'ANACIM pour voir est-ce que l'ANACIM a fait correctement son travail. Il ira également dans les autres fournisseurs de services, va aller voir également l'exploitant. Donc c'est un bureau indépendant. Donc le Sénégal a fait un bond vraiment qualitatif en mettant en place vraiment ce bureau. Et le Sénégal a quitté la commission avec vraiment la nouvelle loi portant code de l'aviation civile 2015-10, en son article 272, qui a créé ce bureau, a fait un bond qualitatif et ce qui est une recommandation très forte de l'OACI, qui a demandé à ce que les pays mettent en place des bureaux d'enquête accident. Parce que le bureau d'enquête accident a un rôle primordial dans le système d'aviation civile. L'aviation civile mondiale a connu des avancées significatives à travers ce qu'on appelle les enquêtes et les analyses. L'aviation moderne actuellement ne s'est pas faite d'un tour de main. Ce qu'il faut dire, elle a beaucoup appris des accidents et des incidents graves qui se sont déroulés. En ce sens que chaque fois qu'il y a un accident, le bureau collecte d'abord l'ensemble des informations. Toutes les communications pilote-contrôleur sont à sa disposition. Également, tout ce qui est document de l'avion, tout ce qui est procédure de certification, ce que l'ANACIM a fait, tout ce qui est également exploitation par le gestionnaire de la compagnie privée. Donc, tous ces éléments, et également même des interviews,
Des sondages, il peut vraiment s'adjuger les compétences de qui il veut à travers tout le monde entier. Et vraiment, l'OACI, il a voulu comme ça, ainsi pour vraiment toujours s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Parce que l'aviation civile s'est faite et continue à se faire en adoptant ce processus d'amélioration continue. On apprend toujours de nos erreurs passées. Il y a de l'espoir par rapport aux enquêtes, par rapport à... il y aura toute la lumière sur cette affaire. Oui, je le passe bien. C'est même au grand bénéfice de l'aviation civile, non seulement sénégalaise, mais également mondiale. Parce que les opérations d'enquête et d'analyse sont seulement suivies au Sénégal, mais également au niveau à travers le monde entier. Et une fois que le rapport sera déposé, l'Organisation de l'aviation civile mondiale, internationale, qui est l'organisme des Nations Unies spécialisé en matière d'aviation civile, va se saisir de tout cela et voir est-ce qu'il y a besoin de revoir certaines normes, est-ce qu'il y a besoin de revoir certaines techniques, certains éléments de spécification dans la technique des avions, est-ce que certaines procédures doivent être améliorées. C'est comme ça que fonctionne l'aviation civile internationale. Est-ce que le Sénégal suit le rythme de l'avancée technologique, de toutes les avancées dans le domaine de l'aviation civile internationale? Oui, je dirais oui, parce que nous sommes obligés, il faut, pour avoir un système d'aviation civile performant, il faut d'abord disposer de ce qu'on appelle un système d'aviation civile fort. Il faut avoir une autorité de l'aviation civile forte et indépendante. C'est l'un des premiers principes qu'exige l'OACI. C'est pour que le directeur général de l'autorité de l'aviation civile puisse librement, en toute indépendance, en ne s'appuyant que sur les normes et les pratiques recommandées, attribuer ou bien donner des licences ou bien des autorisations. Deuxième chose, et le Sénégal l'a fait en créant l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie à travers une loi. Nous sommes une structure créée par loi et régie par loi et qui a élaboré des règlements qui sont des règlements similaires aux 19 annexes que l'Organisation de l'aviation civile internationale, à travers la Convention de Chicago, a élaboré et que tous les pays doivent s'y conformer. Il faut également disposer d'un espace aérien sûr. Le Sénégal a un espace aérien sûr, il a un fournisseur de services. C'était d'ailleurs ma dernière question. Avons-nous un ciel sûr? On a un ciel sûr. Aujourd'hui, le Sénégal dispose effectivement d'un fournisseur de services qui est l'ASECNA, qui a une grande expérience également de plus de 50 ans. L'ASECNA a été créée en 1959 et qui a connu une forte modernisation, tant sur le plan des équipements et également sur le plan de la formation. Donc le Sénégal dispose effectivement des équipements et des moyens de surveillance qui lui permettent effectivement de sécuriser son espace aérien. Mais vous voyez même des accidents dans les pays développés, des accidents tragiques même. Tout le monde se rappelle l'accident de Zagreb et autres, où ces pays-là ont même ce qu'on appelle des radars primaires, qui voient même au-delà des avions tout ce qui est écho dans l'espace aérien. Mais l'accident, c'est toujours... On ne peut pas, le risque zéro n'existe pas. Tant qu'il y aura l'aviation civile, il y aura toujours des accidents. C'est la raison pour laquelle l'OACI même définit ce qu'on appelle des TLS, des seuils. Au-delà de certains nombres d'heures de vol, il définit des seuils d'incidents graves et d'accidents graves. Pour dire que même dans son système, l'OACI sait que le risque zéro n'existe pas et qu'il y aura toujours, tant qu'il y a aviation, il y aura des accidents. Mais l'objectif, c'est de voir comment faire pour tendre vers ce risque zéro-là. C'est ça l'objectif. Pour minimiser les... Voilà, c'est ça l'objectif. Et un accident est toujours la résultante d'une défaillance, soit technique, soit humaine, soit au niveau de nos procédures. On a l'habitude de dire, c'est ce qui connaissent bien le système de gestion de la sécurité, un accident arrive lorsque les défenses liées aux procédures, liées à la formation ou à la machine ont été percées. C'est ça le cas et nous travaillons à mettre en place des systèmes de défense qui permettent toujours de capter ces erreurs humaines, ces erreurs de la machine, mais également ces erreurs constatées au niveau des procédures. Magueye Maram Ndao, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Vous étiez le premier invité de ce premier numéro de votre émission, une toute nouvelle émission sur la RTS 2, Question de l'heure. On se retrouve jeudi prochain.